Bonjour à toi, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Chemins du Livre, notre rendez-vous hebdomadaire pendant toute la campagne de prévente de Zizanie en cuisine. Rendez-vous pour te faire découvrir les métiers qui se cachent derrière la fabrication d'un livre papier, derrière cet objet tellement usuel mais tellement sujet à beaucoup de plaisir pour nous lecteurs. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Émilie Côté. Émilie est graphiste, illustratrice et spécialisée entre autres dans le métier de l'édition. Elle avait par avant une carrière artistique dans la musique, mais son amour des livres l'a amenée à se réorienter au niveau professionnel et c'est Émilie qui va être chargée de la conception de la couverture de Zizanie en cuisine, ainsi que de la mise en page du texte. D'ailleurs, petite précision, la maquette de couverture que vous voyez actuellement dans Zizanie en cuisine n'est pas du tout l'œuvre d'Émilie. C'est mon œuvre à moi, qui ne suis pas du tout graphiste, mais avec des illustrations de Frédéric. Donc, il s'agit bien d'une maquette de couverture temporaire et il y a fort à parier que, au final, mis à part l'illustration, ça ne ressemblera pas du tout à ça. Une fois qu'Émilie aura mis sa touche professionnelle. Alors, Émilie, bonjour. Bonjour. Émilie, est-ce que pour démarrer, tu peux nous parler un peu de toi, puis de ton métier, s'il te plaît? Bien sûr. Pour moi, c'est comme tu disais, c'est un peu récent là, comme changement de carrière. Ceci dit, ça reste quand même une réelle passion. Donc, c'est ça, j'étais enseignante en piano et puis j'ai un conjoint qui naviguait déjà beaucoup dans le monde du livre, étant auteur lui-même. Puis éventuellement, il s'est tourné vers l'auto-édition, donc de vraiment créer. Il voulait créer ses propres maquettes, ses propres livres, sa mise en page, puis il s'est mis à apprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Puis je le voyais travailler aussi avec des collègues graphistes pour des gens qui l'aidaient avec les couvertures, etc. Puis éventuellement, on était assis ensemble, on regardait ça, puis j'ai réalisé que ça devait être un travail tout à fait formidable. Et puis, je me suis mis à m'informer, comment on fait par où on commence pour apprendre à faire ça. Là, j'ai suivi des formations là, en graphisme, mais c'était vraiment là, en faisant ça que j'ai réalisé que c'est le monde du livre. En fait, les graphistes, c'est assez large, là, être graphiste. On peut faire des logos, on peut faire des affiches sur les bords des autoroutes. On peut faire l'imprimerie de vêtements. C'est vraiment très large. Puis le domaine de l'édition, c'est un domaine qui est précis puis qui est selon moi méconnu. Donc, quand on dit qu'on est graphiste, c'est rare que les gens vont tout de suite faire le lien. Elle pourrait faire des livres. C'est moins fréquent, mais mon Dieu, moi, c'est ça qui me plaît le plus, là, définitivement. Là. J'ai fait un peu de tout, là, puis c'est formidable de faire ça. J'adore ça. Voilà, c'est... Très bien. Et je te remercie, Émilie. Puis, on le voit que tu adores ça parce que je connais ton travail sur d'autres projets, puis notamment pour la maison d'édition Carrefour Azur, qui est la maison d'édition qu'a fondée ton conjoint. Euh, Oui. Puis avant même de te connaître, j'avais apprécié beaucoup la qualité des couvertures et des mises en page. Donc, je te confirme que ta passion se transmet. Hum. Alors justement, un des aspects très très importants dans le livre papier, c'est la couverture, puisque selon les études comportementales des lecteurs, des consommateurs de livres, même si j'aime pas du tout le mot consommateur s'agissant de la littérature, lorsque l'on rentre dans une librairie ou dans une bibliothèque, qu'on ne sait pas trop vers quel livre s'orienter, c'est la couverture qui va faire la grosse différence, qui va faire que le lecteur va s'arrêter devant le livre et le prendre en main ou passer son chemin. Donc, ça correspond vraiment à des techniques très particulières au niveau de la mise en page. Il y a des règles aussi. Peux-tu nous en parler, Émilie, sur
qu'est-ce qui fait qu'une couverture va être attrayante, puis les différentes couvertures selon les thèmes des livres. Oui. C'est vraiment tout un monde. On pourrait en parler pendant probablement des heures, mais je vais essayer de faire ça pour que ce soit le plus clair possible. Mais en fait, il y a des normes à suivre. En même temps, plus on travaille là-dedans, plus on se rend compte qu'on peut sortir de ces normes-là et rester tout à fait cohérent quand même. Ça peut être joli quand même. Par contre, il faut quand même, avant de briser les structures, il faut connaître les structures, sinon on fait juste n'importe quoi. Donc, je dirais que c'est sûr qu'on peut aller quand on regarde les livres en librairie, là, vous allez peut-être remarquer souvent là, si c'est un auteur qui est très connu, on va souvent mettre son nom de l'avant. Donc, par exemple, là, les livres de Stephen King, vous avez remarqué que la place que son nom prend sur la couverture est quasiment le tiers, si c'est pas la moitié de la couverture. On peut se permettre de faire ça. C'est sûr que si c'est votre premier livre, qu'on met votre nom là, à moitié du livre, c'est peut-être moins pertinent. Donc ça, c'est un aspect qui est quand même intéressant de regarder. Il ne faut pas tomber dans le panneau et se dire « Ben ouais, moi, je veux que mon nom soit la moitié de la page. » Mais si vous n'êtes pas connu, ça ne va pas attirer les gens tant que ça. Malheureusement, c'est pas pour être esthétique qu'on fait ça. C'est vraiment une question de marketing. Ceci dit, dépendamment des styles de livres, ça peut varier énormément. C'est sûr que si on a un livre policier, vous allez remarquer tout de suite là, les images qu'on utilise, les couleurs sont sombres, on a quelque chose de... Souvent, là, encore là, ça dépend des maisons d'édition, là, mais on va les reconnaître assez rapidement, des couvertures qui sont noires, avec des éléments un peu morbides, là, tout ça. La typographie aussi va être quand même différente. Là. On ne va pas aller chercher dans des typographies très classiques, là. On va aller chercher des choses un peu plus éclatées des fois. Ceci dit, c'est pas obligatoire là, d'aller dans des trucs comme ça, même si on va dans des livres un peu plus je sais pas comment appeler ça, mais pas des traités, là, mais des choses un peu plus... je sais pas si est-ce que c'est ça, oui, on peut dire ça comme... Technique ou un peu plus... Ouais, c'est ça. Donc là, dans ce temps-là, les couvertures, des fois, vont être peut-être un peu plus sobres, si on veut. Je vous montre, en fait, je l'ai sous la main, c'est le dernier qu'on a mis en page chez Carrefour Azur, puis c'est une collection qui, quand même, toutes les couvertures sont faites de la même manière, et vous allez voir, sont très épurées dans ces livres comme ça. Donc, Optimisme éclairé, oui. on a le titre, on a l'auteur, mais la couverture est quand même... Il n'y a pas d'image, on est vraiment dans quelque chose où on va chercher l'essentiel. Et pourtant, ça marche très bien. Là, donc, on peut attirer le lecteur avec quelque chose de tout à fait simple, mais il faut que ce soit bien fait. Il faut que le choix des typographies, là, on n'a que ça, donc il faut que le choix des typographies soit bien fait. Une petite touche de couleur, rien de trop éclaté. Ça, c'est vraiment, vraiment bien comme style de couverture. Ça fonctionne très bien. Après ça, on en avait fait un autre. C'est la même maison d'édition, mais c'est pas la même collection, où c'est des reprises là, de classiques. Puis là, vous allez voir, on utilise carrément des œuvres qui sont dans le domaine public. Puis là, c'est beaucoup plus coloré. Puis en plus, on est allé chercher une petite bande ici. Donc, c'est vraiment, vraiment très différent. Puis ça accroche autant. Donc, on est vraiment là dans... faut vraiment voir là, qu'est-ce qu'on veut créer comme ambiance. Puis je pense que l'erreur que souvent les gens vont faire, parce que moi j'aide beaucoup là, les auteurs à... je parle beaucoup aux auteurs quand je viens pour faire leur couverture. Puis souvent, l'erreur que les auteurs vont faire, ils vont vouloir tout mettre. Je veux qu'il y ait cet élément-là, mais je veux que le monde comprenne que c'est ce personnage-là qui fait ça, mais qui rencontre telle autre personne, puis ça sert à rien de faire ça. On peut, en fait, la couverture, le but de la couverture, c'est pas de conter votre histoire en une image. On peut rester super vague, c'est des ambiances. On veut chercher une ambiance. Donc, aller mettre tous les éléments, là, c'est vraiment pas nécessaire. Ça fait surcharger. On va perdre le lecteur plutôt que de l'attirer. Oui. Puis c'est bien connu hein, que même dans les œuvres d'art, là, quand on regarde une peinture ou peu importe, une illustration qui a trop d'éléments graphiques, les yeux ne savent pas où s'arrêter. Donc là, finalement, on passe très rapidement sur ces œuvres-là qui sont trop chargées et on ne sait pas qu'est-ce que c'est, à moins que ce soit un style bien particulier. J'irais vraiment pas vers ça.
Donc, faut aller chercher des éléments qui sont plus, justement, qui vont faire en sorte que le lecteur va se poser plus de questions qu'on va lui répondre. On ne va pas répondre à ces questions, on va faire en sorte qu'il va vouloir savoir, il va vouloir lire le livre. C'est ça, la couverture, pour reprendre un terme anglais, c'est un teaser. Donc, c'est quelque chose qui va éveiller, susciter l'intérêt, mais sans rien dévoiler. C'est un peu, pour faire une autre figure de style, c'est un peu le voile de la mariée, où on devine la forme attrayante, mais il va s'agir de lever le voile sur l'œuvre en ouvrant le livre. Mais, Oui. Exactement. Puis même que, bon, il y a le résumé à l'arrière, faut pas l'oublier. Donc, cette image-là nous attire la personne, fait comme, ah, c'est curieux, ça. Puis là, va tourner le livre et techniquement, va lire le résumé. Est-ce que finalement, c'est du sujet que je pensais ou pas du tout? Faut se servir de ces éléments-là, là. Tu parlais tout à l'heure justement de l'importance de respecter des codes et notamment des codes d'ambiance et d'atmosphère en fonction du type de livre. Tu as pris l'exemple du roman policier ou du traité. Dernièrement justement, je suis tombée sur un livre auto-édité. Il était sur le comptoir du libraire parce que l'auteur venait de le lui déposer. Et j'ai jeté un coup d'œil, puis moi qui suis férue de romans policiers, ce livre-là ne m'a absolument pas attirée, n'a pas du tout retenu mon attention, parce que la couverture ne faisait absolument pas penser à un roman policier. C'était une couverture avec un paysage de falaises, de mer, puis une femme au premier plan, peinte en aquarelle avec une robe d'époque puis un grand chapeau large, dans des couleurs pastel très douces, etc. Donc, ça faisait plutôt un livre de Régine Desforges ou un livre à l'eau de rose, là, Oui. un truc très romantique, ça faisait même pas du Jane Austen. Et puis, par la suite, en discutant avec mon libraire, il m'a parlé d'auto-édition, et puis il m'a dit, bah, regarde, là, je l'ai accepté parce que c'est quelqu'un que je connais, mais son livre ne va pas se vendre parce que la couverture est vraiment pas du tout adaptée. Ouais. C'est là que j'ai vu qu'ensuite, c'était marqué roman policier sur la couverture. Et là, je fais non, ça marche pas. C'est pas suffisant, là. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, on n'est pas, comme je dis, on n'est pas obligé de mettre la couverture en noir, puis tout ça, mais c'est sûr que là, à un moment donné, si on sort complètement, puis que là, c'est plus dans les teintes pastel, tout ça, ben c'est que ça induit en erreur, là, les gens qui cherchent quelque chose d'un peu plus macabre vont certainement pas aller vers ça. Donc, effectivement. Sur le travail d'une couverture, est-ce qu'il y a des règles? À quel moment on va choisir une illustration ou un graphisme ou une photographie ou un photomontage? Est-ce qu'il y a des règles pour ça, Émilie? Il n'y a pas de règles, c'est vraiment, c'est ça qui est merveilleux dans le monde de l'édition, c'est qu'on a beaucoup de, à moins que l'auteur vraiment là, nous dise, moi c'est cette photo-là que je veux, ben là je vais prendre cette photo-là. Mais souvent les gens ils savent pas trop, ils disent ben vas-y, fait que là on fait une recherche vraiment d'images, puis des fois ils ont des idées comme ben tel élément je trouve ça important qu'il soit là, puis des fois je vais les écouter, des fois je les écoute pas. J'essaie de suggérer tout le temps des choses autrement, mais il n'y a pas nécessairement de règles à suivre parce qu'on peut faire un peu de tout. L'important, c'est que ce soit cohérent, là. C'est plutôt ça. Sinon, une illustration peut très bien fonctionner pour un livre policier, autant qu'une photo. Ça dépend vraiment de la couleur qu'on lui donne, puis justement de l'ambiance qu'on donne. Donc, de ce côté-là, on a quand même beaucoup de liberté. Puis, une question, lorsque tu es chargé de réaliser la couverture d'un livre, faut-il impérativement que tu lises le manuscrit avant de t'atteler à la couverture? Pas nécessairement, surtout que j'en fais beaucoup de la mise en page de livres et s'il fallait que je lise le livre à chaque fois, malheureusement, je m'en sortirais pas. Par contre, on travaille en équipe, donc on travaille avec les réviseurs, on travaille avec l'auteur. Donc, c'est souvent ce qui va se passer, c'est que moi, je vais entrer si l'auteur n'a aucune idée de ce qu'il veut, moi, j'entre en contact avec le réviseur.
Et je dis, bon, il l'a lu, là. Il fait 10 ans, normalement. Bon, Parle-moi du manuscrit, oui, de quoi ça parle, c'est quoi les éléments forts. exactement. Parce que là, juste faire une couverture, si j'ai aucune idée, ben là, moi, c'est moi qui vais être dans l'erreur puis qui pourrait vraiment mal représenter ce que c'est. Donc là, c'est là où on va parler ensemble puis on va regarder. Souvent, le réviseur va me donner une très bonne idée, ne serait-ce qu'un résumé, où il me dirait carrément, des fois, il va même me suggérer des choses. Moi, je verrais ça, ça représenterait bien, puis après là, on travaille. Souvent, c'est l'auteur. J'ai des auteurs qui des fois, là, insistent et me demandent de lire, mais malheureusement, je vais en lire des bouts, mais c'est malheureusement pas mon travail de passer à travers le roman, mais il faut que j'aie une bonne compréhension, là, ça, c'est certain. Je me souviens, lorsque justement je travaillais dans l'idée de la publication de mon premier livre, qui ne devait pas être Zizanie en cuisine. La vie a fait que c'est celui-là qui est arrivé en premier. Je me souviens notamment, un des conseils que l'on donnait aux auteurs en auto-édition, c'est de ne jamais, jamais travailler sur la couverture du livre tant que le manuscrit n'était pas totalement achevé, puis idéalement révisé. Parce qu'on pouvait éventuellement choisir un détail du livre ou une scène spécifique du livre pour illustrer la couverture, puis que finalement, à la révision linguistique, cette scène soit réécrite, même supprimée, ou que ce détail soit sorti, puis ce qui faisait que si on l'avait choisi comme illustration de la couverture, eh bien, ça n'avait plus lieu d'être. Donc, Oui. finalement, le travail sur la couverture doit être fait après la révision linguistique et que le point final du manuscrit soit fait. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a sûrement des exceptions, là, peut-être des gens qui savent, ou peut-être que l'image est tellement vague que là, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, la couverture, c'est toujours une des dernières choses que je fais, là, vraiment, là, une fois que. Faut dire que moi, quand je commence la mise en page, le manuscrit, là, il sera pas retouché, là, tant que ça. Donc, il y a moins de risques là, que là, soudainement, oh, on enlève toute une partie. Donc, j'ai pas vraiment eu affaire à ce genre de problématique-là, mais c'est un bon conseil. Bien, même que faut penser que si on choisit mettons qu'on a une photo qu'on aime bien, on dit ben, je veux faire ça, ça risque même d'influencer l'auteur à garder une certaine ligne directrice dans son histoire que peut-être qu'il devrait. Je pense que c'est contraignant finalement de faire ça. De l'avoir. Puis, s'agissant justement des normes et puis des techniques pour la conception de la couverture, y a-t-il des grandes différences entre la couverture d'un roman puis la couverture d'un livre de littérature jeunesse, comme ça va être le cas de Zizanie en cuisine, même si Zizanie en cuisine s'adresse aussi aux adultes, mais on va le positionner sur le marché de la littérature jeunesse. Y a-t-il des grandes différences au niveau des normes ou de l'approche à avoir sur la couverture? C'est certainement très différent. Hein. C'est pas pour rien que quand on voit un livre jeunesse, on sait tout de suite que c'est un livre jeunesse, on n'a aucun doute. C'est tous les éléments, c'est beaucoup les typographies. On ne choisira pas des typographies classiques là, avec empattement, là, tout cute, parfait. Là. C'est vraiment, là, on va sortir de ça, on va aller chercher des choses très éclatées. Les couleurs, ça va être souvent encore là. Faut pas non plus généraliser, mais souvent les couleurs vont être très éclatées. Ça va être, on va mettre des contours dans les typographies, ce qu'on ne devrait quasiment jamais faire avec un roman. Là. Ça fait très années 70. Là. Donc c'est ça, là, oui, il y a beaucoup de choses. Puis évidemment, souvent, si c'est une histoire d'un personnage, mettons c'est une série de livres pour enfants, mais on va voir le personnage parce que les enfants ils veulent le voir, c'est comme ça qu'ils le reconnaissent. Donc fait qu'on on va aller chercher beaucoup plus les images, puis ça va être des images, c'est ça, très, très éclatantes. Là. Oui, avec une couverture qui est beaucoup plus en corrélation avec le contenu du livre, Oui. alors que sur un roman, ça peut être beaucoup plus suggestif ou évasif qu'en littérature jeunesse pour rentrer tout de suite
euh, Oui, oui. dans le contenu du livre. Exactement, comme il y a une série de livres, là, je sais pas si c'est Juliette à Paris ou Juliette Oui, je sais pas si c'est Juliette, là. Puis on voit, c'est carrément ça, on va dire le titre il y a décrit Juliette et la Tour Eiffel. c'est ça. Donc là, on peut pas se tromper, là, tu sais, puis c'est ça qu'il faut. Tandis qu'effectivement, dans les livres pour adultes, ben, on va laisser couler un peu plus de mystère, là. Ça. On va voir juste les bords de la Seine sans Juliette et sans la Tour Eiffel. Exactement ça. Très bien. Souvent, lorsque l'on parle de la couverture, pour le lecteur, on pense que c'est juste la face du livre. Mais en fait, la couverture, elle a 3 faces. Donc, Oui, le devant, la tranche, puis le dos du livre. oui, tout à fait. Et ça, c'est pareil, en fait, c'est toute la maquette qui se construit dans une continuité et pas traiter chaque face indépendamment l'une de l'autre. Ah, exactement. Donc, moi, quand je vais faire, je peux peut-être vous montrer tout à l'heure là, une maquette de couverture, là. Quand on fait ça, là, on a trois. C'est comme si on avait 3 pages. On a le devant, mais en fait, tout est écrasé là, comme si on avait écrasé un livre là, ouvert sur la table. Puis là, on voit vraiment à droite, il y a la couverture. Dans le milieu, c'est l'épine, donc la largeur du livre, qui va varier selon le nombre de pages que vous avez. Puis ensuite de ça, ben, il va y avoir la page qui en fait la 4e de couverture, là, où on va voir le texte, le résumé, la biographie de l'auteur, peu importe. Il y en a qui mettent rien, mais il y en a qui mettent beaucoup de choses là-dessus. Il ne faut pas exagérer non plus, là, parce que ça se remplit vite, une petite page comme ça. Mais puis je sais, je peux peut-être vous le montrer, ça va peut-être être Oui, plus. avec plaisir, Émilie. OK. Bon, alors me voici. Donc, ça, c'est un petit roman. Le programme, là, tu le vois bien, là, Oui, ce que je montre. OK. Donc, le programme que vous voyez là, c'est InDesign, qui est le programme utilisé en général pour la mise en page chez les professionnels. C'est un programme qui est, ma foi, vraiment très complexe et complet. Là, ce que vous voyez là, c'était un petit livre, donc c'est un format de livre de poche, si on veut. Et puis, vous voyez, là, les couleurs, déjà, là, c'est très sombre. J'étais allée chercher des couleurs de rouge. Ça, c'est une photo, carrément un montage que j'avais fait où j'avais été chercher, là, je suis allée mettre un effet plus grunge là, sur l'image en tant que tel. Puis, vous voyez, l'épine, elle est là. Donc, ça, c'est la largeur du livre, qui est vraiment, là, on a un calculateur là, pour voir, selon le papier qu'il a choisi, ben, le nombre de pages, ben, l'épaisseur, c'est tellement précis, là, on parle vraiment de millième de pouce, là, pour avoir notre épaisseur d'épine correcte, là. Puis là, ici, on a le devant du livre, puis le dos du livre ici. Donc, ça ressemble à ceci, là, quand on fait comme ça. Là, typiquement, Émilie, je trouve que cette couverture, elle parle beaucoup dans le sens où, oui, on a le côté sombre et obscur du meurtre, du mystère, etc. Et le choix du coquelicot avec son rouge sanglant, dirais-je. Et en même temps, le coquelicot, c'est effectivement une fleur du mois de mai, hein. C'est la fleur du printemps, donc ça fait un rappel du titre L'assassin du mois de mai. Donc, je trouve ça très pertinent comme Oui, ben, lecture. ben, j'avais beaucoup de plaisir à chercher ça parce qu'au départ, l'auteur voulait avoir une image de calendrier pour qu'on voit que c'était le mois de mai avec, bon, peut-être des banderoles de policiers. Puis je trouvais que ça faisait très direct. Puis je disais, peut-être moyen d'aller chercher comme l'aspect printemps autrement. Parce que finalement, c'est pas tant le mois de mai qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que le mois de mai représente. Et c'est là qu'on s'est mis à chercher. Quand on pense mois de mai, on pense quoi? On pense fleurs, on pense printemps, on pense. Et puis là, ben, c'était un peu morbide. Ben, c'est sûr que le mot assassin aide à ce qu'on Oui, on oui. sache. Des fois, le titre aide, là. Mais vous voyez, la typographie ici là, est quand même pas. C'est pas une typographie que j'aurais utilisée pour un livre jeunesse. Là. On est vraiment dans quelque chose de plus. Un peu plus morbide, là, tout ça. Donc, c'était vraiment plaisant de faire ça. Puis, je change peut-être trop de sujet, là, mais la mise en page intérieure, en fait, c'est le même programme. Vous voyez, là, on est loin de Word, là, du fameux traitement de texte. Là. Mais tu ne changes pas de sujet, tu fais une très belle transition puisque c'était le deuxième aspect de ce que je souhaitais faire découvrir aujourd'hui dans ce rendez-vous sur les chemins du livre. Effectivement, l'art de la mise en page d'un livre. Puis tu l'as dit, on est très très loin de Word. C'est un métier, puis je dirais même c'est un art à part entière de mettre en page un livre.
Oui, puis encore là, je vous montre rapidement pour qu'on puisse peut-être fermer le partage d'écran. Mais vous voyez, juste la manière dont les chapitres vont être faits. On prend des fois des. Là, je me suis permis parce que la page faisait peut-être un peu moins. Le livre faisait un peu moins de pages. Dans ce temps-là, je peux me permettre de prendre une page complète pour mettre un numéro de chapitre si je veux. Puis c'est exactement ce qu'on a fait dans ce cas-ci. On rajoute une petite ligne, quelque chose, mais on prend de la place. On a. Il faut pas que ce soit là, tout pogné parce que le lecteur, quand il lit, il faut que ce soit aéré. Donc, ça, c'est important. Puis là, l'espacement des paragraphes, les alinéas au début des paragraphes, tout ça. Des fois, on met normalement pas les deux. Là, dans ce cas-ci, c'est un peu spécial. Mais là, c'est très aéré, ça se lit très, très bien. Puis ici, c'est ça, quand on tombe sur les pages de chapitres, je ne fais pas toujours ça. Des fois, le texte va commencer juste un peu en dessous, mais dans ce cas-ci, ça marchait très bien. Là. Donc, voilà, je vais fermer ceci. La mise en page d'un livre, on s'en rend peu compte et pourtant, pour le lecteur, est essentielle à plusieurs titres. D'abord, pour le côté de la lecture qui va être agréable ou ardue. Donc, c'est réellement le plaisir de lire le texte ou pas que va générer le style de mise en page. Puis la mise en page joue un rôle important aussi dans la compréhension du texte, puis dans le rythme de l'histoire. Parce que si on met tous les paragraphes les uns à la suite des autres, le rythme de l'histoire change, le rythme de la lecture également, on peut s'essouffler, on peut s'ennuyer, on peut se perdre. Donc, est-ce que ça, le travail de mise en page, il se fait aussi en relation avec l'auteur, avec le réviseur? Comment ça se construit? Et ça, j'avoue que des fois, ça peut être un peu embêtant. En fait, je préfère toujours quand l'auteur passe par un réviseur ou un réviseur compétent avant de m'envoyer le texte. Parce que ce que l'auteur ne sait pas, c'est que comme je ne lis pas nécessairement l'histoire, vous savez, des fois, là, il va y avoir des... une mise en page, justement, là, c'était pas un bon exemple que j'ai montré parce qu'il y avait des espacements des paragraphes. Mais généralement, quand c'est un livre un peu plus long, on va essayer de couper le nombre de pages à un moment donné parce que c'est des frais aussi. Donc, généralement, on n'essaie pas de gonfler le nombre de pages, sauf que ça peut arriver, mais généralement, c'est pas ce qu'on fait. Fait que là, on va supprimer les espacements entre les paragraphes. Par contre, on va rajouter cette espèce d'alinéa qui est le retrait, le début de paragraphe. Et c'est comme ça qu'on voit très clairement, bon, ouais, un nouveau paragraphe, un nouveau paragraphe. Par contre, dans l'histoire, et ça arrive, des fois, on va utiliser les fameux 3 astérix pour faire vraiment une distinction. C'est pas un changement de chapitre. Par contre, on change de scène ou il y a quelque chose qui se passe. Puis ça, si l'auteur ne l'a pas marqué, moi, quand je fais la mise en page, j'importe le texte, puis s'il a mis des espaces égaux partout, je le verrai pas. Je pourrais pas savoir ça. Donc, par contre, le réviseur, lui, le sait. Puis il va me mettre un double espacement ou carrément un 3 astérix pour dire, oh, ici, là, coupe-nous pas ça parce qu'on passe vraiment à une autre scène. Puis ça, dans la lecture, c'est super important parce que le lecteur, s'il fait juste lire, si les chapitres sont le moindrement longs, puis qu'il lit, à un moment donné, il va vouloir arrêter quelque part, puis il ne pourra pas. Et là, ça devient comme un peu fatigant. Puis on se douterait pas de ça quand on lit, mais il y a vraiment des méthodes pour faciliter la lecture, puis il y en a d'autres qui nuisent à la lecture. Puis par là, je fais vraiment référence au nombre de mots le maximum qu'on peut avoir sur une ligne avant que les yeux ils se perdent. Ils se perdent, ok. Oui, c'est ça. Si on a une ligne qui est trop longue, éventuellement, on ne sait plus où ce qu'on est. Si c'est trop court, c'est trop rapide, puis on se perd aussi. Puis il y a des espacements entre les lignes et en elles-mêmes. Donc, c'est tous des petits éléments qui sont très, très importants pour faciliter la lecture. Puis des fois, on va lire un livre qui a été mal mis en page, puis on ne sait pas pourquoi, on est constamment en train d'arrêter, on est fatigué, on n'arrive pas à suivre. C'est pas parce que l'histoire est nécessairement mauvaise. Des fois, c'est parce que la mise en page a été mal faite. J'ai eu un exemple dernièrement. J'ai acheté un livre d'un auteur en auto-édition, donc en auto-édition classique, ce qui signifie qu'il a tout fait tout seul, contrairement à Aziz qui est en édition accompagnée, puis je travaille avec toi, puis avec une réviseure, etc. Je ne vous montrerai pas la couverture par respect pour l'auteur, mais typiquement, on voit immédiatement que c'est un livre qui est auto-édité parce que
la couverture ne correspond pas aux normes d'une couverture, puis les choix des typographies est très hasardeux. Mais à l'intérieur même du livre, je vais vous le montrer, on a ici donc l'espacement entre la tête de chapitre puis le texte qui n'est pas forcément bien respecté. Il n'y a pas les alinéas correctement. Les dialogues sont présentés de façon assez particulière. J'avais jamais vu. Non, je suis pas sur une page de dialogue ici. Je vais vous montrer un, mais j'avais jamais vu des dialogues. Voilà, des dialogues mis en page comme ça. Voilà, avec des retraits, des espacements. Donc, en fait, pour un lecteur aguerri dont je fais partie, ça peut être très déroutant parce que ça change le rythme de la lecture. Oui. On se rend pas compte, et tu sais, les gens qui lisent beaucoup, là, ils se rendent pas nécessairement compte de pourquoi c'est facile de lire le livre. Mais quand ils tombent sur un livre comme ça, ils ne comprennent pas non plus nécessairement pourquoi ils sont pas capables de le lire, mais il y a quoi? Il y a quelque chose qui se passe. Puis d'ailleurs, je remarquais même dans la page que tu m'as montrée, là, il y a des orphelines, tu sais, il y a des petits bouts de phrases en haut, des pages, c'est pas Oui, supposé, là. On n'est pas supposé avoir comme ça, là. oui, c'est pas normal. Donc, c'est le genre de choses que, justement, un graphiste professionnel va éviter à tout prix parce que les petits bouts de phrases en bas ou en haut des pages, ça brise totalement là, le rythme de lecture. Puis c'est pas beau. C'est pas beau. C'est ça. Mais voilà. Donc, c'est tout un travail, puis ça s'apprend. Puis d'après moi, cette mise en page-là, là, on voit clairement le style que les dialogues ont été faits en liste. Puis que les retraits n'ont pas été faits, là, donc effectivement, ça aurait dû être autrement. C'est probablement une mise en page Word qui a été Ça ressemble beaucoup à ça. bon, je ne vais pas juger de la qualité littéraire de l'œuvre parce que je n'ai pas encore entamé la lecture du livre, mais c'est vrai que ça peut être une des raisons justement pour laquelle on en parlait la semaine dernière avec Sylvie Dulac. L'auto-édition, notamment auprès des libraires, peut avoir mauvaise réputation parce que là, du coup, on n'a pas affaire à un livre qui est abouti, qui est fini, puis qui est standard et agréable pour la lecture. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'ai l'habitude de faire beaucoup de mise en page de documents. Puis je suis une grosse lectrice. Et lorsque j'ai terminé mon manuscrit Zizanie en cuisine, j'ai voulu l'envoyer à mon filleul et ma nièce, qui étaient mes premiers lecteurs. Et donc, j'ai fait une mise en page que je voulais pas juste leur envoyer un document Word, donc j'ai travaillé sur une mise en page avec un petit fond, etc. Mais là, à ce moment-là, je me suis retrouvée à me poser des questions. Je dis, quand est-ce que je passe à la ligne? Comment je présente les dialogues alors que je lis depuis plus de 30 ans, puisque je suis une grosse lectrice. Mais à ce moment-là, devant mon logiciel, j'étais vraiment en train de me questionner, puis en train de m'arracher les cheveux. Est-ce que je mets des guillemets, des tirets? Quand est-ce que... Bref. Donc, j'ai pu effectivement mesurer que ça n'avait rien à voir avec mettre en page un rapport ou un document de présentation ou un quelconque autre document, que c'est vraiment très particulier. Puis, donc je suis bien contente de te confier la mission de le faire. Mais en fait, en plus, dans le livre jeunesse, on a plus de marge, même en mise en page, parce qu'on a des images qu'on doit intégrer. Puis, il y a toujours des questionnements. Là. Ben, le texte, on fait quoi avec? Est-ce qu'on le fait contourner les images? Est-ce qu'on garde l'image pour une page au complet? Est-ce que puis là, il va certainement y avoir beaucoup de questionnements parce que je vais les avoir aussi, ces questionnements-là. Parce qu'à chaque fois, on part à zéro. C'est pas comme si on avait, on avait fait une série de livres là, ensemble, là, puis on avait défini déjà là, comment les dialogues allaient être. Tout ça. Il va y avoir une recherche parce qu'il n'y a pas de normes préétablies. Ben, il y en a quelques-unes, mais on peut tellement sortir de ça, surtout dans le La business. littérature jeunesse, oui. Puisque tu as prévu aussi ce que tu m'avais proposé, puis j'ai validé ça dans notre devis, c'est pour les pages de mettre des petites, je ne sais plus comment tu appelles ça, moi j'appelle ça des fioritures. Oui, oui, oui.
justement pour la rendre plus jolie, puis plus riche aussi, plus Mm. sympathique à la lecture. Oui, c'est ça, on peut rajouter des petits éléments graphiques comme ça, qui est un petit ajout. L'important, c'est que ça reste cohérent avec le style de l'illustrateur à la base. Parce que on veut pas non plus que ça fasse illustration faite à la main versus des traits qui sont ce qu'on appelle vectoriels, puis qui sont clairement faits à l'ordinateur. Ça fait curieux. Donc là, c'est là où il faut juste rester cohérent, puis décider, bon, dans quel style on va rajouter ces petits éléments-là. Ceci dit, il y a plein d'éléments qui semblent avoir été faits à la main. Même si c'est vectoriel, il y a une petite couleur. On n'est comme pas sûr si c'est fait à la main ou à l'ordinateur. C'est plus vers ça que j'irais, pour pas non plus jurer avec ce qui a déjà été fait. Mais ça, c'est en voyant les illustrations que je vais le savoir. Là, bon, comment qu'est-ce qu'on rajoute? Est-ce qu'on rajoute des choses ou pas? Puis même qu'il y a des éléments qu'on pourrait carrément demander à l'illustrateur, fais-nous juste un petit coin de livre, là, puis moi je vais le prendre, puis je vais le remettre un peu partout. Tout se fait, là, donc il faut juste avoir une vision finalement, là, pour pas essayer plein d'affaires puis faire perdre le temps au monde. Là. Donc, c'est ça. Effectivement, parce que toutes les illustrations de Zizanie en cuisine sont faites à la main, crayon et feutre. Donc, ça fait un style très particulier versus Exactement. des illustrations faites en digital painting, donc sur l'ordinateur. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'essaierais de garder ça. En plus, ça a une valeur particulière, puis ça serait dommage d'aller vers autre chose quand on a quelque chose qui est déjà comme gagnant. Là. Donc, c'est bien possible que j'ai des petites demandes particulières à l'illustrateur, mais on verra. Frédéric se fera un plaisir d'accéder à tes demandes, Émilie. Puis d'ailleurs, c'est sur cette note-là que nous allons terminer notre entretien. Je te remercie grandement de t'être rendu disponible pour cette rencontre, puis pour nous avoir éclairé justement sur l'art de la couverture et la technicité de la mise en page d'un livre, ce qui me conforte encore plus dans mon choix de l'édition accompagnée, de faire appel à des prestataires professionnels et spécialisés comme toi pour la fabrication du livre Zizanie en cuisine. Ça fait plaisir. Émilie, je te souhaite une belle journée. Je te dis à très vite. Merci beaucoup. Et puis, eh bien, à toi qui as regardé cette vidéo, j'espère que tu auras appris plein de choses sur l'art de fabriquer un de tes livres. Puis, la campagne de prévente de Zizanie en cuisine est toujours en cours. Alors, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien en commentaire, en légende de cette vidéo pour participer à la prévente et puis à l'envoyer, le partager à tes amis, ton entourage, tes collègues, tes connaissances pour que nous puissions atteindre l'objectif des 500 livres afin de faire naître ce livre. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Chemins du Livre.